Le grand plaisir cet après-midi d'accueillir Céline Lostis, qui est l'auteur de 2 livres. Le premier s'intitule Néerlandais aux ateliers Henri Lougier. Vous savez que c'est cette collection qu'on aime beaucoup à Cognac depuis quelques années, la collection Ligne de vie d'un peuple, où un auteur français qui a une expérience d'une ville ou d'un pays étranger nous en parle, et avec un regard et des attentes et des points de comparaison qui sont forcément intéressants pour un public français. Donc Céline Lostis en fait est fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères et a vécu à Groningue, a travaillé pour l'Institut français de Groningue, et donc elle a justement cette expérience de français expatrié avec un regard particulièrement intéressant pour nous français, donc néerlandais. Et l'autre livre c'est Portrait d'Amsterdam, qui est apparu aux éditions Icari, et les éditions Icari nous intéressent parce qu'ils sont dans les Hauts-de-France. Voilà, donc ils sont dans ce nord auquel on va s'intéresser, ce nord français, sur le festival. La librairie Le Texte Libre a les livres, donc n'hésitez pas à vous les procurer, à les faire signer par Céline ensuite. Alors donc nous allons partir là, cet après-midi, non pas dans des sciences dures par rapport à la littérature ce matin, mais donc on va commencer par des repères historiques, géographiques, et on va s'intéresser alors surtout aux Pays-Bas, mais également à la Belgique, puisque je sais pas, je peux peut-être te laisser expliquer comment, pourquoi, mais donc depuis le ministère des Affaires étrangères, je crois qu'il y a des allers-retours très fréquents à Bruxelles, voilà. Ce qui nous intéresse également. Alors, Céline a préparé une présentation. On ne va pas hésiter à l'interrompre. N'hésitez pas, je n'hésiterai pas non plus. S'il y a des questions, voilà, que ce ne soit pas forcément une présentation comme ça. Et puis évidemment, on aura un temps d'échange ensuite, qui pourra aussi concerner Margot Digraf, l'intervenante de ce matin qui est encore avec nous. On va en profiter. Et puis donc, vers 3h30, quelque chose comme ça, on pourra se retrouver avec toutes celles et ceux qui ont des questions, et en particulier avec les enseignants, lycée avec moi et collège avec Anne. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi. Merci. Bonjour. Alors merci de votre invitation dans ce très beau festival de Cognac. Alors effectivement, comme disait Annelise, moi j'ai travaillé à l'Institut français à Groningue en tant que fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, mais j'ai un passif avec les Pays-Bas depuis beaucoup plus longtemps en fait, puisqu'une partie de ma famille est d'origine néerlandaise. Donc, ce qui fait que je passais beaucoup de mes vacances quand j'étais petite aux Pays-Bas. Ensuite, j'ai habité 2 ans à Amsterdam, où j'ai travaillé à l'Institut français aussi pendant un moment, à la Fondation européenne pour la culture à Amsterdam, avant de partir tout au nord, on verra tout à l'heure dans la carte, à Groningue, qui est la ville considérée comme la plus au nord des Pays-Bas. Voilà. Pardon ? Oui, il ne fait pas très chaud à Groningue, mais c'est vrai. Les hivers sont longs. Alors, on m'a demandé en fait pour cet après-midi de vous faire une présentation sur un peu le contexte, vraiment une présentation de contexte sur les Pays-Bas avec quelques ponts pour la Belgique. Donc, je vais faire une présentation sur des repères un peu historiques, géographiques pour comprendre qui sont les Néerlandais, quel est le territoire néerlandais et quelles sont leurs histoires. Avant peut-être de m'intéresser plutôt à la société néerlandaise pour essayer de développer 2 concepts qui me semblent moi très importants pour essayer de comprendre qui sont les Néerlandais, parce qu'ils sont très peu connus et ils ne sont pas toujours faciles à comprendre. Donc voilà, juste s'arrêter sur 2 concepts et puis finir sur la vie culturelle, au-delà des livres, au-delà de la littérature, sur un tout petit aperçu de la vie culturelle aux Pays-Bas et en Belgique. Voilà, et donc comme disait Annelise, n'hésitez surtout pas à m'interrompre si vous avez une question, une remarque, etc. Alors, je commence par le début, c'est-à-dire un petit rappel du contexte historique, en fait. Alors, souvent, en fait, quand on parle des Pays-Bas, notamment en histoire de l'art, si vous en avez un petit peu fait, on parle des Pays-Bas espagnols. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question de mais quel est le lien entre l'Espagne qui est au sud de l'Europe et les Pays-Bas qui sont tout au nord de l'Europe. Donc ça va être très rapide, mon rappel historique, j'ai pas envie de vous assommer, surtout après le déjeuner.
Donc je vais passer assez rapidement, mais au moins comprendre un petit peu d'où ça vient. Alors pour comprendre d'où ça vient, voilà, il faut remonter à Charlemagne. Alors, très rapidement, Charlemagne meurt en 1814. Son royaume va être séparé en 3 parties. En 1814. Ah oui, non. Charlemagne meurt en 814. Son royaume va être séparé en 843. Okay. Alors, la partie qui nous intéresse, en fait, c'est surtout la Lotharingie. Donc, cette partie qui va, en fait, du nord au sud de l'Europe et qui est entre ce qui va devenir globalement le Saint-Empire romain et la France, qui ensuite va être séparée en plusieurs petits royaumes. Et en fait, cette partie violette va, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, va devenir ce qu'on va appeler les États de Bourgogne. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Alors là, en fait, on a très rapidement sur la carte l'état des États bourguignons, que vous voyez là. Et en fait, on voit qu'il y a une grande partie de la Belgique et des Pays-Bas qui sont intégrés à cet État bourguignon. Alors, à l'époque, en fait, Pays-Bas, ça désigne la Belgique d'aujourd'hui, vous voyez sur la carte, et le sud des Pays-Bas. C'est un peu compliqué, en fait, quand on parle de l'histoire des Pays-Bas. Le mot Pays-Bas, en fait, a recouvert des territoires géographiques qui étaient très différents au cours de l'histoire. C'est pour ça que là, j'ai utilisé beaucoup de cartes pour que vous voyez un petit peu l'évolution du territoire, pour qu'on voit un peu de quoi on parle. Alors en fait, les États bourguignons, sont en fait en difficulté, notamment face à la France. Et donc en fait, les Pays-Bas bourguignons, disons que les États bourguignons, pour éviter cette guerre avec le roi de France, qui était Louis XI à l'époque, vont se marier. Donc la Marie de Bourgogne, qui est la fille de Charles le Téméraire, va se marier avec Maximilien de Habsbourg, qui est en fait, l'empereur, je ne sais pas si on dit empereur à l'époque, des empires d'Autriche. Alors là, je n'ai pas de carte à ce moment-là. Donc les Pays-Bas bourguignons vont passer sous l'influence de l'Autriche, globalement. En fait, ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est le fils que va avoir, c'est pour comprendre là, justement pourquoi est-ce qu'on va arriver à l'Espagne, vous allez voir, ça arrive. En fait, le fils de Marie de Bourgogne et de Maximilien de Habsbourg, c'est Philippe le Beau. Et en fait, Philippe le Beau va se marier avec Jeanne de Castille. Vous voyez l'Espagne qui commence à arriver. Alors, les deux ne sont pas très importants pour nous là dans l'histoire, puisqu'aucun des deux ne va vraiment régner. Jeanne était surnommée Jeanne la Folle, et Philippe le Beau va mourir avant son père. Mais ce qui est intéressant pour nous, en fait, c'est leur descendant. En fait, leur descendant s'appelle Charles Quint. Vous voyez la carte qui est juste là. Et en fait, Charles Quint, du coup, va avoir en héritage, du fait des successions différentes, par sa mère, du coup, les Pays-Bas, que vous voyez au-dessus, l'Autriche, l'Espagne et le royaume de Naples. Donc, en fait, c'est à partir de ce moment-là que les Pays-Bas sont rattachés quelque part au royaume d'Espagne. Alors, je passe très rapidement, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu d'où l'histoire vient. Alors, je vais juste passer, donc, en fait, à la mort de Charles, non pas à la mort, pardon, à l'abdication de Charles Quint, puisqu'il abdique avant de mourir, son royaume va être séparé. En fait, il va être séparé notamment en 2 parties, et son fils, qui s'appelle Philippe II, va récupérer les royaumes de Castille et du royaume d'Aragon, le royaume de Naples, ce qui nous intéresse moins, mais en fait, il va également récupérer les Pays-Bas, donc la partie qu'on voit en orange tout en haut, et les territoires qu'a conquis Charles Quint, qui sont situés en rouge, donc qui sont en fait le nord des Pays-Bas actuels. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait on va commencer à parler des Pays-Bas espagnols. Voilà. Alors, en fait, Philippe II est beaucoup moins sympathique que Charles Quint, en fait, globalement, pour les Pays-Bas. Ah, j'entends des murmures. Alors, en fait, notamment, il va exercer des pressions très fortes et des répressions aux Pays-Bas contre les protestants. Et donc, il va y avoir de plus en plus de révoltes, de contestations, etc., jusqu'à arriver... Alors là, vous aviez les 17 provinces unies. Donc ça, c'est les 17 provinces, l'héritage en fait de Charles Quint.
Et en fait, du fait de cette politique très répressive de Philippe II, je simplifie, hein, c'est pour aller très vite, on arrive en fait à l'Union d'Utrecht, c'est-à-dire les provinces du Nord qui en fait déclarent leur indépendance par rapport aux États du Sud qui eux sont globalement catholiques. Et donc en fait les Pays-Bas espagnols à ce moment-là sont constitués par la partie qui est, vous voyez en fait en je sais pas, rose grisé, qu'on appelle les Pays-Bas espagnols. Et en fait ce que nous on appelle aujourd'hui les Pays-Bas, c'était à l'époque les Provinces Unies, donc les 7 provinces qui sont en jaune tout en haut. Voilà. Ça va très vite, hein, mais pour avoir le cadre. Alors, jusque-là, tout allait bien, mais arrive, cocorico, les Français. Et notamment Napoléon, qui en fait va conquérir ces provinces du Nord. Alors là, vous voyez que j'ai appelé ça la République batave. En fait, ces Pays-Bas, que ce soit les Provinces Unies ou les Pays-Bas espagnols, vont être intégrés à l'Empire français. Ça va être la France des 130 départements de l'époque. Mais en fait, comment dire, Napoléon en fait, va créer une sorte de république aux Pays-Bas et va confier cette régence à son frère, il me semble. Et en fait, on va appeler ça, alors c'est presque un abus de langage en fait, la République batave. On entend souvent le mot batave pour désigner les Néerlandais. En fait, c'est presque un abus de langage au sens où les bataves ne sont pas les ancêtres des Néerlandais. En fait, ça vient du 19e siècle, où, à une époque où on cherchait à rétablir une sorte de roman national, les intellectuels néerlandais se sont mis à chercher une identité liée au territoire néerlandais et le peuple premier. Et donc ils sont tombés sur ces Bataves, qui étaient effectivement une sorte de tribu, en fait, qui était à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Et donc ils ont commencé à construire comme ça tout un récit national sur l'identité batave, qui en fait historiquement n'est pas tout à fait correct. En tout cas, voilà, donc juste là l'état de l'empire, comment dire, conquis par Napoléon. Et donc à la chute de Napoléon, les Alliés en fait, notamment par le traité, alors là j'ai totalement oublié le nom, pardon. 1815, le congrès de Vienne, voilà. Excusez-moi. En fait, par le congrès de Vienne, les Alliés vont se dire qu'il est important de créer un État tampon fort au nord de la France. Et donc, en fait, les Alliés vont se décider par ce traité à créer le Royaume uni des Pays-Bas. C'est la carte que vous avez ici. Et donc, en fait, les Pays-Bas qui jusque-là n'ont jamais été une royauté, n'ont jamais été un royaume, là sont devenus un royaume. Et donc en fait, ils allaient sur le même territoire, ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Ça va tenir 15 ans. Et à partir de 1830, en fait, la Belgique et le Luxembourg vont prendre leur indépendance. Et dès 1830, en fait, on arrive au territoire qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Et ce qui est intéressant en fait avec ça, c'est aussi de voir que finalement la famille royale néerlandaise, ou la royauté néerlandaise, est très récente. En fait, avant 1830, il n'y avait pas cette famille royale. Elle a vraiment été mise en place de façon totalement artificielle par les Alliés suite à ce traité de Vienne. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je suis désolée pour les historiens, c'est un peu l'histoire taillée à la machette, mais voilà, c'est juste pour reprendre comme ça les grands contextes et les grands repères historiques des Pays-Bas et de la Belgique. C'est très bien. J'ai juste une question. Soit pour Céline, soit pour Margot, j'ai lu quelque part que Conny Palmen était originaire du duché de, je ne sais pas comment il faut prononcer, de la province de Limbourg, qui est donc à la frontière allemande. Est-ce que c'est une région particulière? Parce qu'elle se présente comme catholique néerlandaise, originaire de la province de Limbourg. Oui, voilà. Je ne peux pas le pointer là en fait, mais effectivement. Oui, effectivement, Lise, elle est de Valkenburg, proche de Roermond. Et le Limbourg, effectivement, c'est pas comme la Frise, mais c'est proche de la Frise. C'est-à-dire, il y a eu toujours cette volonté d'être un peu à l'extérieur des Pays-Bas, de ne pas vouloir être
de ne pas vouloir faire partie de ces Pays-Bas. Donc effectivement, les Limbourgeois parlent le limbourgeois aussi, c'est un dialecte qu'on parle un peu partout dans le sud, autour de la région de Maastricht. Et c'est là où j'ai grandi. Par exemple, mes parents sont nés dans Amsterdam et Hilversum, donc dans l'ouest du pays, tandis que donc j'ai grandi à Maastricht où mon père a eu un boulot. Et finalement, comme ils ne parlent pas le limbourgeois, ils ne parlaient pas le limbourgeois, ils se sont sentis pas vraiment à l'aise. Ils sont quand même restés 40 ans, 50 ans, ils sont morts, mais quand même, ça a été difficile pour eux d'intégrer justement cette société limbourgeoise qui était quand même assez particulière, dont parle Conny Palm également. Donc Conny Palm parle un dialecte de Roermond qui est très difficile pour nous de comprendre. Une question au sujet des royautés qui ont été mises en place à partir de ce moment-là. Comment a été choisie cette famille par rapport aussi à la famille régnante en Belgique et au Luxembourg? Alors, en fait, aux Pays-Bas, je vais pouvoir vous les montrer dès maintenant. Hop, voilà. Alors, ça, c'est la famille royale néerlandaise, qui est la famille d'Orange-Nassau. En fait, c'est une famille d'origine allemande, mais qui est liée à Guillaume d'Orange, en fait, qui est le leader de la révolte des Provinces-Unies, en fait. Et donc qui a mené à la première indépendance de ces 7 provinces du nord des Pays-Bas. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on va aller récupérer la famille d'Orange-Nassau et la mettre sur le trône des Pays-Bas. Alors d'ailleurs, la famille d'Orange, en fait, c'est Orange comme en France, en fait. Hein. C'est un lien où en fait cette famille-là avait des titres dans la ville d'Orange, et donc du coup, famille d'Orange-Nassau. Donc la couleur nationale des Pays-Bas, le orange, est une référence, voilà. Et d'ailleurs, la devise des Pays-Bas, c'est une devise qui est en français, je maintiendrai. Voilà. Alors, je vais juste, dans ce cas, revenir un tout petit peu avant à la Belgique aujourd'hui. On parle de la famille royale belge. Alors, je connais moins l'histoire des familles royales belges. Donc là, je vous ai quand même juste mis une photo de la famille royale. Donc, avec le roi Philippe et la reine Mathilde et leurs 3 enfants. Et alors, est-ce que vous connaissiez le nom du Premier ministre belge? Quand même. Donc, Charles Michel, voilà. Alors, qui est le ministre fédéral, en fait, hein, en Belgique. Donc, on viendra un petit peu tout à l'heure, mais la structure du gouvernement est un peu compliquée, notamment avec les différents États. Donc ça, c'est le Premier ministre de l'État fédéral de la Belgique. Voilà. Et donc, je vais juste... Ah oui, et juste pour finir, en fait, Charles Michel est d'un mouvement de centre droit, en fait. Donc finalement, comme aux Pays-Bas, et presque comme en France, on peut dire. Et donc aux Pays-Bas, alors c'est très, très drôle de voir la différence de photos, en fait, entre la famille royale belge et la famille royale néerlandaise. Alors cette photo, moi je la trouve très belle, je trouve qu'on pourrait... Ça fait presque penser à une affiche pour une série Netflix, en fait. Alors, c'est une photo qui est très récente, qui a été prise par un photographe qui s'appelle Erwin Olaf, qui est un grand photographe néerlandais. Je vous invite vraiment à regarder son travail vous tapez juste son nom sur Internet. C'est notamment lui qui a réalisé la dernière pochette de l'album de Téléphone. Voilà. Donc, très connu, très people, etc. Et il a fait de très beaux portraits de la famille royale. Voilà. Et donc le roi qui est tout au bout, Willem-Alexander, sa femme Maxima et leurs 3 filles. Voilà. Et donc la future reine des Pays-Bas sera l'aînée qui s'appelle Amalia. Voilà. Alors je continue. Donc le Premier ministre Mark Rutte, qui est du mouvement plutôt libéral, plutôt centre-droit également. Donc voilà. Alors, lui, vous le connaissiez avant? Non. Ah, vous connaissez le Belge, mais pas Mark Rutte. Oui. Ah, bon. Il en est à son 3e gouvernement, hein, donc c'est pas un nouveau Premier ministre. Alors là, je vais juste remis une carte très rapidement des Pays-Bas. Alors, juste pour essayer de remettre quelques contextes, en fait, les Pays-Bas sont un pays qui a une organisation décentralisée
et donc qui est constitué de 12 provinces. Donc on en parlait tout à l'heure du Limbourg. Margot parlait ce matin de la Hollande, et donc des deux Hollandes méridionales et septentrionales, donc en jaune et en rouge. D'ailleurs, moi, ma famille vient de Hollande septentrionale, sur la côte. Voilà, et donc, juste comme ça, ce qui est assez intéressant, c'est la dernière province qui est en gris, en fait, le Flevoland. On va en reparler tout à l'heure quand on parlera de l'eau. Mais cette province a été créée de toutes pièces et a été, enfin, quelque part, elle est sortie de l'eau en 1986. Donc c'est extrêmement récent, en fait. Vous la voyez pas? Là, elle est en gris. Je peux pas me lever avec le micro, mais... Juste là, cette province grise. Voilà. C'était la même. Il y avait un golf. Oui, voilà, c'était l'eau, en fait. Si vous voulez, en fait, vous voyez la mer intérieure qui est en bleu un petit peu plus foncé, qui est séparée de la mer de Vadone qui est un petit peu plus claire. Et en fait, il y a une digue entre les deux qui là se voit pas très bien en fait voilà, sur cette carte. Mais du coup, voilà, cette mer intérieure en fait a été asséchée à certains endroits, créé des pôles d'air. Et le plus impressionnant, c'est quand même cette 12e province qui est littéralement sortie des eaux, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sinon Alors, je vous ai quand même mis un plan d'Amsterdam. Alors, qui a déjà été à Amsterdam, ici? Ah oui, quand même. Bon. Alors, ce qui est quand même très intéressant quand on regarde le plan de la ville d'Amsterdam, c'est de voir le développement vraiment concentrique de la ville, en fait. Tout à l'heure, Margot parlait des Français qui avaient perdu leur voiture. Effectivement, on voit que la ville, en fait, est construite de façon très très géométrique et s'est développée petit à petit, en fait, en construisant des canaux les uns après les autres. Voilà, donc c'était juste pour que vous ayez un peu Amsterdam vu du ciel, juste pour avoir ce plan en tête. Voilà. Alors... J'ai juste une question. Alors, je ne peux vraiment pas me déplacer, donc je ne peux pas venir avec mon micro pour avoir les réponses, mais juste à main levée, si je devais vous demander, pour vous les Pays-Bas, est-ce que c'est plutôt un petit pays ou est-ce que c'est plutôt un grand pays? Alors, qui est pour le petit pays? En surface? En règle générale. Et en grand pays? Pour le foot, c'est un grand pays. Alors, c'est ça, c'est un petit peu compliqué en fait. Les Pays-Bas. Alors, attendez, la diapo. Voilà. On en parlait tout à l'heure. C'est, en termes de surface, c'est un des plus petits pays de l'Union européenne. Mais en termes de population, on en parlait tout à l'heure, 17 millions. C'est le 8e pays européen en termes de population. C'est pas énorme, mais c'est pas non plus totalement négligeable en fait. Là, je vous ai juste mis un schéma pour vraiment vous rendre compte. Donc là, en orange, c'est les Pays-Bas. Pour vous rendre compte que finalement, les Pays-Bas, en termes de poids de population, sont pas si petits que ça. Mais en fait, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est quand on commence à s'intéresser à l'économie. Si je vous demande spontanément, bon là ils sont affichés, mais si je vous demande spontanément est-ce que vous connaissez des activités commerciales, des entreprises néerlandaises, souvent on hésite un petit peu. En fait, il faut quand même savoir que les Pays-Bas possèdent, ou en tout cas ont développé, des groupes commerciaux qui sont extrêmement puissants aujourd'hui. Là, vous avez leur logo, je pense que tout le monde connaît, Shell, Philips, Unilever. Unilever, vous savez, c'est cette entreprise qui contrôle, voilà, c'est pas forcément des gentils, mais voilà, qui contrôle une grande partie de l'agroalimentaire, notamment. KLM, Booking a également été créé aux Pays-Bas. EMA, alors EMA c'est toujours la surprise, tout le monde pense que EMA est scandinave. Alors j'ai appris récemment qu'en fait M, alors je ne sais plus en quelle langue scandinave, veut dire maison en plus. Donc souvent les personnes identifient EMA à la Scandinavie, pas du tout, EMA c'est néerlandais. Voilà. Et puis Heineken évidemment, une des principales marques de bière. Voilà. Ah, vous n'avez pas de EMA à Cognac? Mince. Alors en France, il y en a, à Paris, il y en a partout. Il y en a maintenant dans les principales
à Bordeaux, il y en a, à Nantes, il y en a. En fait, c'est un magasin qui ressemble un petit peu à Monoprix. Le côté alimentaire en moins, et c'est beaucoup moins cher que Monoprix. Donc vous pouvez acheter un petit peu de tout et n'importe quoi, des fournitures scolaires, des objets de décoration, de la vaisselle, des choses à manger, etc. etc. Ça vient d'Extrême-Orient, c'est des trucs qui sont pas chers du tout. Voilà. Alors ce qui est juste très drôle en fait, c'est que moi j'avais l'habitude d'aller chez Emma aux Pays-Bas, et en France je me suis rendu compte que les Emma n'étaient pas tout à fait pareils, et il y a deux choses qui n'ont pas été importées dans les Emma en France, c'est la nourriture, notamment la nourriture vendue dans les stands, la Emma Wurst, c'est une espèce de saucisse, on dirait une saucisse en plastique. Ils n'ont pas réussi à l'importer, ça, en France. Et deuxième chose, c'est les rayons vêtements pour femmes. En fait, ils n'ont pas non plus réussi à... C'est même pas une question de taille, c'est une question, je pense, de style. Et voilà, ça n'a pas fonctionné, donc il n'y a pas de nourriture fraîche quelque part. Vous pouvez acheter des spaghettis gâteaux, hein, mais pas de nourriture fraîche et pas de vêtements. Voilà. Sinon, c'est la même chose. C'est pas cher et voilà, on trouve tout, en fait, chez Emma. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que dans le passé, les Pays-Bas ont aussi été une puissance très très importante. Et notamment, en fait, ils ont eu un empire colonial, et on l'oublie souvent, mais un des principaux empires coloniaux au monde était néerlandais. Alors, en fait, là, je vous ai mis une carte de l'empire colonial, qui n'est pas très impressionnant, en fait. Là, en orange, c'est les possessions néerlandaises. Et nous, en tant que Français, on aurait tendance à se dire que, bon, ils n'ont pas dominé beaucoup de pays dans le monde. En fait, c'est parce que la domination, en tout cas l'empire colonial néerlandais, était organisé de façon totalement différente. En fait, il s'est développé au XVIIe siècle, donc c'est ce qu'on appelle le siècle d'or aux Pays-Bas. Ça a été un siècle, en fait, ça a démarré un tout petit peu avant 1600, où en fait il y a eu un développement économique très important aux Pays-Bas, du coup un développement culturel, intellectuel, etc. Et surtout un développement maritime. Et donc le XVIIe siècle a connu une domination néerlandaise sur quasiment toutes les mers du monde, en fait. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais en tout cas, ils ont réussi à constituer cet empire. En fait, leur logique, c'était de fonder des petits comptoirs, en fait, tout le long des routes commerciales qui les intéressaient. Et donc, vous voyez qu'il y en a dans la Corne de l'Afrique, il y en a au Cap, donc c'est l'héritage néerlandais qu'on a en Afrique du Sud, l'Inde, le Sri Lanka, évidemment l'Indonésie. On parlait tout à l'heure avec ces romans qui sont dédiés aux colonies. Donc ça a été quand même la principale colonie néerlandaise, l'Indonésie. Également, ils ont été présents au Japon, sur l'île de Doshima. C'était les seuls Européens qui étaient autorisés à commercer comme ça directement sur cette île. Et ils ont été de façon très brève au Brésil et puis évidemment le Suriname. Alors, c'est quoi le point orange sur la carte aux États-Unis ? New York. New York. En fait, New York a été conquise par les Néerlandais, s'appelait la Nouvelle Amsterdam. Voilà. C'est ça. Alors, en fait, pour expliquer cette autre logique, en fait, il faut savoir que la colonisation aux Pays-Bas n'a pas été menée par l'État, en fait. Elle a été menée par une entreprise qui était privée, en fait, qui s'appelait la VOC. Donc la compagnie... Alors, en tout cas pour la partie ouest. Je vais juste m'intéresser à la partie est, pardon. Ce sera plus clair. La VOC, en fait, rassemblait des actionnaires, en fait. C'est-à-dire des marchands qui, en fait, investissaient dans des navires qui partaient sur la route des Indes. Et en fait, ils se sont dit qu'au lieu de finalement affréter un navire qui, si jamais un accident lui arrivait, risquait de perdre tout son argent, en fait, ils ont mutualisé les risques. Donc, c'est-à-dire que 10 marchands prenaient 10 bateaux et chacun achetait une part de chaque bateau. Comme ça, si un bateau coulait, les risques étaient répartis. Donc, vous voyez, en fait, ils ont réussi à inventer le fonctionnement par action. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc, la VOC était vraiment le fer de lance de cette colonisation. Et donc, c'est une entreprise, en fait, qui est menée par des commerçants. Donc, c'est-à-dire que derrière, il n'y avait pas la vision très française des choses.
de vouloir fonder un empire, de vouloir diffuser sa civilisation en fait. Là où la France arrivait en voulant amener la France avec elle, en fait les Néerlandais, eux, développaient des petits comptoirs. Des fois ils étaient tenus par 20 personnes en fait, hein, c'est tout sur place. Mais le but c'était d'exploiter au maximum les richesses locales pour en tirer un maximum de profit. Voilà. Donc ce qui explique en fait cet empire qui est un petit peu différent. D'ailleurs, parfois, on ne parle pas d'empire colonial néerlandais, mais d'emporium colonial néerlandais, parce qu'avant d'être un empire, en fait, c'était une sorte de centre commercial mondialisé. Voilà. C'est pas forcément très moral non plus, hein. Donc, il y a eu des gestions extrêmement dures des Néerlandais dans les pays pour tirer le maximum de profit. Je pense que c'est développé dans les dont on parlait. Le plus connu, c'est peut-être Max Havelaar, voilà, qui dénonce les conditions dans lesquelles sont exploitées les richesses en Indonésie. Et voilà. Alors, je continue. Je vais juste faire un petit aparté quand même sur la Belgique. On en parlait tout à l'heure. Et notamment sur la façon dont est organisé le gouvernement. Alors, là, c'est différent des Pays-Bas. Je vais parler de la Belgique fédérale. En fait, il y a un système fédéral qui rassemble depuis 1970. Alors, je passe tout l'historique d'avant 1970, très compliqué, et voilà. On va en revenir à maintenant. En fait, ce système fédéral rassemble deux catégories d'acteurs. En fait, en Belgique, siègent donc dans le système fédéral les trois communautés. Alors, ils appellent communautés les entités linguistiques, donc c'est-à-dire les Flamands, les Wallons et les Allemands. Alors, c'est ce que vous avez en couleur sur la carte. Vous voyez donc l'Allemagne en jaune, les Wallons, donc langue française, en rouge, et les Flamands, donc de langue néerlandaise, en bleu. À côté de ces trois communautés, donc là c'est juste des intérêts linguistiques, siègent aussi des régions, en fait qui sont la région de Flandre, donc en bleu, la Wallonie en rouge et la région de Bruxelles-Capitale. Voilà. Et donc c'est ces six du coup communautés et régions qui siègent et qui constituent l'État fédéral de Belgique. Alors l'État fédéral, lui, il est compétent globalement dans tout ce qui est sujet régalien. Donc les finances, les affaires étrangères, la sécurité, la santé également, voilà, globalement. Et le pays là est subdivisé, alors j'ai pas mis le plan, hein, mais il est subdivisé en 10 provinces, donc voilà, un peu plus petit. Et je voulais juste faire un petit focus sur Bruxelles, ville européenne. Alors moi c'est le quartier que je fréquente le plus à Bruxelles, puisque je travaille sur des sujets européens, donc j'y suis souvent. Alors là c'est un petit plan du quartier européen à Bruxelles. Alors, c'est juste pour que vous ayez une petite idée. En fait, tous les bâtiments qui sont en couleur, alors, sauf le vert, hein, c'est les parcs, sont des bâtiments des institutions de l'Union européenne. Donc c'est un quartier qui est uniquement constitué des institutions européennes, que ce soit, alors c'est la Commission en bleu, le Parlement qui est en jaune là-bas, et puis le Conseil en rouge. Alors la Commission en fait a énormément de conseils, d'instances, etc., etc. Donc eux, ils sont présents absolument partout dans le quartier européen. Donc quand vous avez des réunions, vous passez d'un bâtiment à l'autre, c'est pas très pratique, mais... Est-ce qu'il y a une place Jean Monnet? Est-ce qu'il y a une place Jean Monnet également? Une place, alors là je sais pas du tout. Là je vois plusieurs Schumann. Schumann c'est l'arrêt de métro, et le rond-point Schumann en fait. C'est le rond-point, en fait, il y a les principaux bâtiments, commission et conseil en fait. Donc c'est là où tout le monde arrive en transport. Oui, par contre c'est très codifié, hein, les noms. Et là je vous ai juste mis pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce quartier européen. C'est une architecture très particulière quand même. Là je vous ai mis une photo du Parlement, d'ailleurs qui se visite. Si jamais vous faites un voyage scolaire avec vos élèves, je ne sais pas si vous travaillez dans des collèges ou des lycées, c'est extrêmement intéressant et ils ont des visites pour les groupes scolaires et pour les individuels aussi, des visites qui sont extrêmement intéressantes en fait. Voilà, je vous invite vraiment à y aller. Le bâtiment que vous connaissez, le bâtiment Berlaymont de la Commission européenne, qui n'est pas forcément le plus beau mais qui est le plus connu, c'est celui qu'on voit constamment à la télévision. Voilà, quand on prend des photos de la Commission européenne pour dire à quel point on travaille mal et l'Europe est affreuse.
Et ensuite, un nouveau bâtiment qui vient d'ouvrir, c'est le bâtiment Europa, qui est celui du Conseil de l'UE, voilà, qui est un bâtiment tout neuf. Et donc c'est une architecture qui est vraiment très spéciale. J'invite à y passer si vous allez à Bruxelles. C'est un peu gris, mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Alors là, j'en ai vraiment fini avec les contextes géographiques et avec les contextes historiques. Juste, je vais faire un petit arrêt quand même sur ce qui est plutôt de la géographie, en fait. Et notamment pour l'eau. Parce qu'en fait, on ne peut pas parler des Pays-Bas sans parler de l'eau, en fait. Je ne vais pas faire de déterminisme géographique, mais quand même, le territoire a tellement influencé les Néerlandais que c'est compliqué de ne pas en parler. Et notamment la gestion de l'eau aux Pays-Bas. Est-ce que vous savez quel pourcentage du territoire néerlandais est situé sous le niveau de la mer? Alors, sous le niveau. Donc, alors, est-ce que vous avez une idée? 50%. Non, c'est pas les 3 quarts, c'est moins quand même. 50. Alors, sous le niveau de la mer, c'était quand même très compliqué, c'est 25%. Donc, un quart du territoire qui est situé sous le niveau de la mer et environ 2 tiers du territoire qui est en zone inondable. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y avait pas tout le système qui a été pensé par les Néerlandais de barrages, de digues, de protection diverses et variées, un quart du territoire n'existerait pas et les 2 tiers seraient inondés tous les ans, en fait. Donc, la protection contre l'eau a vraiment été extrêmement, extrêmement importante aux Pays-Bas. Et surtout, et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que ça a fondé un modèle social qui est vraiment particulier et qui est vraiment original. Parce que dès le début, en fait, des Pays-Bas, la protection contre l'eau, c'est une question de survie. Et donc, en fait, la surveillance des digues, des barrages, de ce qui pouvait être fait à l'époque, c'était de la responsabilité de chacun. Et en fait, ça a donné aux Néerlandais, là c'est mon avis, mais un vrai sens de la communauté et un sens de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que chacun était responsable individuellement de la survie de tous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut encore sentir aujourd'hui. Alors, il y avait un système assez particulier d'organisation, on appelle ça, et on appelle toujours ça les waterings. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des sortes d'administrations qui sont chargées de surveiller toujours aujourd'hui les digues, les barrages, toutes les installations aux Pays-Bas. C'est quelque chose qui est vraiment pris au sérieux de façon très importante. Et c'est en fait les successeurs de ce dont on parlait ce matin, le compte des digues des Crafts. Voilà. Et donc, je pense que vous pouvez l'imaginer, mais en tout cas, il y a eu des catastrophes, évidemment, dans l'histoire néerlandaise. La plus récente date de 1953, en fait, où la Zélande, je ne vais pas revenir en arrière, mais la Zélande, c'est la province qui est au sud-ouest des Pays-Bas, en fait, a été totalement inondée. En fait, c'est une grande catastrophe. En fait, c'est une grande marée conjuguée à une tempête exceptionnelle qui a fait qu'une digue s'est rompue et l'ensemble de la Zélande a été inondé. Ça a été 2000 morts, des centaines de villages sous l'eau, etc., etc. Et donc c'est un vrai traumatisme pour les Pays-Bas. Et donc, en fait, les pouvoirs publics ont notamment été accusés de ne pas avoir assez pris en compte l'état des digues, en fait. Et donc 1953, ça a marqué le début d'une vraie prise de conscience et surtout du développement d'un plan qu'on appelle le plan Delta, qui a été une rénovation, une sécurisation de toutes les installations du pays, en fait. Là, je vous en ai juste montré 2, qui sont 2 barrages un petit peu phares, en fait, aux Pays-Bas. Ça, c'est dans le delta de l'Escaut, donc juste un peu sous Rotterdam, on va dire, pour simplifier. Et donc ça, c'est une sorte de barrage qui est ouvert en temps normal et qui se ferme en cas de tempête. Voilà. Donc de façon assez rapide. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, mais il y a un proverbe néerlandais qui dit Dieu a créé le monde, mais ce sont les Néerlandais qui ont créé les Pays-Bas. Voilà, de façon très modeste. Mais effectivement, on peut dire que sans les Néerlandais, en fait, ces terres n'auraient pas vu le jour. On parlait du Flevoland juste avant. Alors aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'en fait, les Pays-Bas font quand même face à des menaces très importantes liées au réchauffement climatique. Voilà, on en parlait tout à l'heure, qui entraîne à la fois une élévation du niveau de la mer et en plus
un renforcement des phénomènes climatiques extrêmes. Et donc ces menaces sont prises très très au sérieux, et donc en fait des nouvelles techniques de protection sont constamment testées aux Pays-Bas. Voilà. Et donc les Néerlandais sont devenus un des leaders en fait du secteur. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la gestion de l'eau, la protection contre la montée du niveau des océans, les équipes néerlandaises sont leaders et on les retrouve dans tous les grands projets mondiaux. Voilà. J'en ai fini pour les rappels historiques et géographiques. J'espère que ça va. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je passe à la partie 2. Partie 2. Moi, j'en ai une. Pardon. Je ne me suis pas penchée encore sur cette question, donc ma formulation va être assez confuse. Qu'en est-il d'un point de vue écologique pour ces espaces qui sont sortis de la mer? J'ai lu en partie un livre que je vais reprendre parce qu'il est passionnant, d'ailleurs je vous conseille, Ceci est ma ferme de Chris de Stoop, un Belge flamand chez Bourgois, qui raconte l'histoire de son frère fermier. C'est une histoire tragique. Il reprend la ferme de son frère et en fait, il est confronté à des militants écologistes qui sont pour une dépolluérisation de l'espace. Et là, j'avoue que ça m'a plongé dans des considérations que j'ignorais complètement. Effectivement, c'est-à-dire que pendant très longtemps, mais je veux dire, ça c'est quelque chose qui n'est pas propre aux Pays-Bas, mais la conscience écologiste est quand même assez récente, date des années 60-70 en fait. Et donc avant, c'était des considérations qui ne rentraient pas du tout dans l'esprit des grands entrepreneurs, des grands planificateurs en fait. Et donc du coup, l'important pour les Pays-Bas, c'était de se protéger contre l'eau et de conquérir de nouvelles terres, parce que économiquement c'était intéressant, qu'il fallait loger la population, etc. etc. Donc c'est ça qu'on a eu tendance à pulvériser un petit peu à tout va, et surtout, voilà. Par exemple, juste pour revenir, en fait, là, quand la digue a été fermée entre la mer d'Evaden et l'Ijsselmeer, ça a eu pour conséquence de rendre l'eau de l'Ijsselmeer douce. Donc en fait, on a transformé tout un écosystème entre une mer salée en espèce de lac d'eau douce. Alors aujourd'hui, ça ferait hurler les militants écologistes. À l'époque, la question ne se posait pas, en fait, hein, c'était juste... C'était pas du tout dans l'ordre des choses. Aujourd'hui, on voit que les choses évoluent en fait, et que les protections qui sont aujourd'hui pensées contre l'eau essaient de beaucoup plus intégrer l'environnement en fait. Par exemple, là, ils essaient de créer ce qu'ils appellent un moteur des sables, un Zandmotor. Donc c'est sur la côte, pas loin de La Haye. Vous voyez, là c'est juste le point qui est en rouge. Alors en fait, au lieu de construire des digues, c'est-à-dire des choses totalement bétonnées sur la côte, en fait, ils apportent par bateau des tas de sable mais énormes pour créer en fait un gigantesque tas de sable, mais de je sais plus combien de kilomètres carrés, en fait, sur la côte au large de La Haye. En fait, ils ont étudié les courants et ils espèrent que dans 20-25 ans, en fait, les courants vont petit à petit apporter le sable vers la mer et recréer naturellement des dunes qui protégeront naturellement le territoire. Là, c'est un projet pilote, hein, juste sur une toute petite surface, mais c'est un exemple de choses qu'ils essayent de faire, en fait. Voilà. Il y a également tout un débat sur tous ces pays, dont Dubaï, qui prennent le sable dans des pays en voie de développement et qui sont en train de désabler des pays entiers. Donc c'est écologiste peut-être pour la Hollande, mais c'est peut-être moins... Je ne le sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais on peut s'interroger quand même de là où dans quel pays prennent-ils ce sable? Pour l'instant, c'est un projet pilote, donc le sable vient chez eux. En fait, c'est un petit projet encore. Hein. Donc, en fait, ils étudient est-ce que ça va fonctionner ou pas, et est-ce que les courants vont vraiment amener le sable comme ils l'ont modélisé sur leurs ordinateurs. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne peux pas répondre. Pour l'instant, c'est écologiste. Maintenant, est-ce qu'ils auront assez de sable? Je ne sais pas. Voilà. le problème des vaches, toutes les vaches qui apportent. Ah, alors l'agriculture intensive aux Pays-Bas, oui, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si vous le savez, mais en termes de valeur, les Pays-Bas sont le deuxième exportateur mondial de produits agricoles. Genre, quand on voit la taille du pays, on peut se poser la question. Alors, c'est lié au fait que les produits exportés sont des produits à forte valeur ajoutée.
les fleurs notamment, voilà, les produits laitiers qui sont, voilà, je parle vraiment en termes de valeur, pas en termes de volume. Mais même si on regarde en termes de volume, comparé à la taille du territoire, ils exportent énormément de denrées. C'est de l'agriculture intensive, c'est de l'agriculture sous serre, c'est pas forcément très écologique, très clairement. Maintenant, c'est extrêmement intéressant de regarder ce qui se passe en ce moment, parce que y a vraiment une conscience écologique qui monte en fait, partout en Europe et aussi aux Pays-Bas. Et il y a beaucoup de projets qui sont encore à l'étude ou qui sont juste des projets pilotes, mais pour essayer de créer une agriculture intensive et respectueuse de l'environnement. Alors, ils y arrivent plus ou moins, mais en tout cas, ils essayent et il y a des choses vraiment très intéressantes à regarder là-bas. C'est une sorte de laboratoire, en fait, qui peut peut-être inventer l'agriculture du futur, peut-être créer des choses totalement affreuses, etc. mais en tout cas, ils font des choses très intéressantes. Alors, je continue. Et dans ce cas-là, je vais passer à la société néerlandaise et je vais juste vous développer deux concepts. Hop. Alors, le premier, la tolérance néerlandaise. Je pense que vous avez tous l'idée, on en parlait ce matin. Quand on parle des Pays-Bas, on pense au coffee shop, à la drogue. On peut penser aussi au quartier rouge. Peut-être un peu moins connu, mais quand même, on peut penser au mariage gay. Les Pays-Bas ont été le premier pays dans le monde à légaliser le mariage entre personnes de même sexe et l'euthanasie. C'est aussi dans les pays à avoir légalisé l'euthanasie. Donc il y a vraiment une tradition, ce que j'ai mis juste après, voilà. Il y a vraiment une tradition de tolérance très ancrée dans le pays. En tout cas, c'est l'image que nous, on en a en fait. Mais pas forcément, c'est ce que je vais vous expliquer. En fait, historiquement, les Pays-Bas sont connus pour avoir été une terre d'accueil. Ils ont accueilli les Juifs qui fuyaient les régimes pas très sympathiques à leur égard. En Espagne, au Portugal, ils ont accueilli les Huguenots qui étaient persécutés en France également. Donc ils ont eu comme ça toute une tradition d'accueil. Donc une tradition d'accueillir des populations, des mœurs, des modes de vie différents. Et donc ils les ont accueillis, notamment parce qu'économiquement c'était intéressant, il faut quand même être honnête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça a perduré. Et cette façon d'accueillir ces populations étrangères, ces mœurs différentes, ça a été vraiment intégré au mode de vie et au fonctionnement néerlandais, ce qu'eux appellent la tolérance. C'est-à-dire, on accepte les modes de vie, les façons de faire différentes. En fait, on parle de tolérance, c'est un peu plus compliqué parce que le modèle néerlandais, il ressemblait plutôt à ça. C'est-à-dire, alors ça c'est un modèle qui n'est plus valable aujourd'hui, mais qui l'était encore il y a peut-être 40 ans, je dirais, environ. C'est ce qu'on appelle le furthering, ça veut dire la pilarisation de la société. En gros, aux Pays-Bas, vous pouviez être différent, vous pouviez être accueilli, mais vous restiez dans votre communauté, dans votre pilier. En fait, historiquement, il y avait 4 piliers, on va dire, aux Pays-Bas. Il y avait, alors c'est écrit en néerlandais, je suis désolée, mais je pense qu'on comprend à peu près, les libéraux, les socialistes, les catholiques et les protestants. Globalement, c'était les 4 grands piliers de la société, avec chacun son parti politique, donc VVD, PVDA, etc., son journal, le Télégraphe, le Volkskrant, le Trouw, et puis ses écoles. Alors, c'est un système qui est plus valable, mais qui explique en fait que vos pratiques étaient tolérées, mais c'est pas pour ça qu'elles étaient acceptées, en fait. Parce que ce qui était important, en fait, le plus important dans le schéma, c'est pas les piliers, c'est ce qu'il y a au-dessus. Et en fait, au-dessus, le fronton, ça représente l'État néerlandais, l'ordre social. C'est-à-dire que tout était accepté tant que ça ne perturbait pas le sacro-saint ordre social aux Pays-Bas. Et ça, c'est toujours vrai aujourd'hui. Ce qui fait que la tolérance, en fait, c'est mon avis, c'est discutable, mais pour moi, c'est plutôt un mode d'organisation pragmatique qui permet aux Néerlandais de conserver l'ordre social, d'accepter des pratiques, d'accepter des choses très différentes, des religions, etc., qu'on accepte, qu'on intègre, qu'on tolère, tant que ça ne perturbe pas la société. Alors, est-ce que du coup c'est de la tolérance ou est-ce que c'est de l'indifférence ? Grande question. Parce que, et là je vais revenir avant, mais
aux Pays-Bas, moi quand je suis arrivée, j'ai une famille qui en plus est très ouverte, etc. Donc moi j'avais l'image des Pays-Bas très ouvert. Je suis arrivée à Groningue en poste. Groningue c'est tout au nord, c'est beaucoup plus religieux, beaucoup plus rural. Et là je me suis rendu compte qu'en fait certaines personnes ou certains membres de la société étaient beaucoup moins tolérants. Et en fait on m'a dit, ah oui mais aux Pays-Bas, dat kan, maar dat mag niet. C'est-à-dire que l'État te permet de le faire, mais c'est pas pour ça que la communauté ou que ton cercle va te permettre de le faire. Donc oui, tu peux être homosexuel, tu peux te marier, mais en fait, non, la communauté dans laquelle tu vis, elle va pas forcément l'accepter. Voilà. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que la régulation aux Pays-Bas vient peut-être moins, et ça c'est compliqué à comprendre pour un Français en fait, ça vient moins de l'État que de la communauté en fait. L'État est très permissif, c'est la communauté, c'est les voisins, c'est les autres qui vont nous interdire certaines choses ou en tout cas nous inciter à quand même pas trop le faire. Voilà. Et ça m'amène, pour continuer et pas perdre de temps, à l'autre concept. Ah oui, quand même. Je vais juste avant vous parler de ces trois personnages. On en parlait ce matin en parlant de tolérance néerlandaise. Il y a une montée des populismes en ce moment aux Pays-Bas, comme partout en Europe. Vous connaissez certainement Geert Wilders, avec son look de Drago Malfoy dans Harry Potter, juste là, qui n'a pas eu un score très élevé aux dernières élections provinciales, un score beaucoup moins que ce qu'il espérait. On parlait ce matin de Thierry Baudet, qui est le leader de ce nouveau parti, de Forum pour la démocratie, qui est un parti populiste, qui a été une surprise, hein, c'est-à-dire que c'est un tout nouveau parti qui s'est fondé, qui participait à ses premières élections provinciales et qui a raflé, je crois que c'est 14,5%, enfin en tout cas c'est le parti qui est arrivé en tête des élections, donc c'est évidemment très inquiétant. Et donc les journaux en France s'en sont fait l'écho, évidemment, et évidemment c'est inquiétant, mais il y a aussi autre chose dont on parle moins, c'est que pendant ces élections, et ça il n'y a pas un journal quasiment qui l'a cité, c'est que la quatrième force du pays, et ça c'est une grosse surprise, c'était les écologistes. Et notamment cette personne qui est Esclava, qui est très jeune, je ne sais plus quel âge il a, 35 ans je crois, à peu près, et voilà, qui est vraiment montée en fait. Donc, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi une vraie prise de conscience écologiste aux Pays-Bas et environnementale. Voilà, c'était juste un petit rappel pour dire, bon, il y a ces partis populistes, c'est inquiétant, mais attention, il n'y a pas que eux en fait. Voilà. Alors, Thierry Baudet, il a des origines françaises, j'imagine. J'imagine, j'avoue que j'ai pas trop creusé sa biographie. Mais oui, il a un nom français, il est néerlandais, il parle néerlandais, etc. Mais je sais pas, je fais un argot si tu... Oui, il a des ancêtres français. D'accord. Oui, sa famille, il y a 100 ans à peu près, est venue de France. Oui, en plus il est migrant, bon, voilà. Mais... c'est un bon migrant, on va dire. Donc, Alors, on parlait juste avant du contrôle social. Et ça, c'est le deuxième point que je voulais vraiment développer. Et j'en parlais juste avant sur la tolérance, parce que les deux vont ensemble, en fait. Je pense qu'aux Pays-Bas, si vous êtes baladés, beaucoup d'entre vous sont allés à Amsterdam. Ça doit vous dire quelque chose, ça a ces grandes fenêtres sans rideaux. Ça, c'est hyper étonnant, en fait. On se balade dans la ville. On peut voir chez les gens, mais littéralement, on voit ce qu'ils font. Donc, ils sont en train de dîner dans leur salon, regarder la télévision. On voit chez eux, en fait, sans qu'il y ait de filtre, sans qu'il y ait de rideau. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait néerlandais. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais en coloc, et je disais quand même à mon coloc, ce serait bien qu'on mette des rideaux, parce qu'on avait un vis-à-vis avec le voisin assez important. Et il m'a dit, bah écoute, non, moi j'ai rien à cacher, je vais mettre de rideaux. Je dis, bon, d'accord. Et vraiment, il y a cette idée de transparence, en fait. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, ce qui est caché est suspect. Alors, il y a une éthique protestante derrière, mais en gros, il faut voir, il faut montrer, il faut qu'on puisse tout voir pour montrer qu'on est irréprochable. Et donc, il y a une vraie défiance aux Pays-Bas envers ce qui est caché, ce qui n'est pas montré, ce qui est dissimulé, ce qui est dans l'ombre. Vous le voyez avec les fenêtres, parce que c'est la chose la plus évidente quand on arrive à Amsterdam, la plus amusante aussi, mais c'est vrai, par exemple dans l'urbanisme de la ville, quand vous vous baladez à Amsterdam, vous avez, dites-moi si je me trompe, mais vous avez le sentiment d'être en sécurité tout le temps.
C'est parce qu'en fait, il n'y a aucune zone d'ombre, il n'y a aucun recoin, il n'y a rien qui échappe au regard des passants, au regard de qui que ce soit en fait. Alors, ça peut sembler très sécurisant quand on y est, notamment en tant que touriste, etc. Ça peut aussi sembler oppressant pour certains. Voilà, là je ne trancherai pas là-dessus, je laisse à chacun le choix de juger. Mais en tout cas, oui, le contrôle social et le regard sont absolument omniprésents au Pays-Bas. Et d'ailleurs, pour reprendre encore une des expressions néerlandaises, et ça on l'a souvent dit quand j'étais petite, on disait mais doe maar normaal, c'est agis normalement en fait, fais les choses comme tout le monde, parce qu'on veut surtout que rien qui dépasse en fait. Voilà. Et donc on vous regarde et on vous juge en permanence. Moi j'ai plein d'anecdotes de Français là-bas. Par exemple, j'avais un ami qui avait sorti sa poubelle en fait, comme on le fait en France, sauf qu'il faut les sortir entre telle heure et telle heure. Et lui, je ne sais plus pour quelle raison, avait dû la sortir 2 heures plus tôt. Bon, bah, son voisin lui avait laissé un petit mot pour lui expliquer que non, la poubelle se sortait entre 18h et 8h du matin et pas à 16h30. Voilà. C'est ce que je disais en fait, hein. L'ordre social, vraiment, est la responsabilité de tous en fait. Ça nous semble extrêmement oppressant quand on est français, mais en même temps, ça permet aussi une sorte de qualité de vie et de bien-être et de facilité qui est aussi séduisant. Voilà. Là, je ne mettrai pas non plus de jugement de valeur, je vous explique juste voilà, comment ça se passe, mais en tout cas, le regard aux Pays-Bas est extrêmement, extrêmement important. Et je pense que c'est pas totalement un hasard non plus, c'est les Néerlandais ont développé tout un art autour de l'intime, en fait. Ça peut être dans la peinture, Vermeer par exemple, vous êtes littéralement chez les gens, vous surprenez des scènes de la vie quotidienne. Dans la littérature également, dans la sélection ce matin, il y a plein de livres qui sont des livres de l'intime où vous avez l'impression d'aller voir chez les gens comment ça se passe. Pour moi, en tout cas, la littérature néerlandaise a vraiment un sens du détail, de l'intime, de l'observation qui est très importante. Je pense à Alan Quist, par exemple, qui a cette façon de... Enfin, on a l'impression qu'on est dans la vie des gens, comme on peut regarder à travers les fenêtres des maisons à Amsterdam. Après, juste petite digression, ce que vous voyez dans les maisons, c'est pas forcément vrai. Des fois, on dirait une scène de théâtre. Évidemment, ce qui est le plus intéressant, c'est caché. Vous voyez uniquement le salon dans lequel les activités normales se passent, mais vous ne verrez pas la chambre à coucher, vous ne verrez pas tous ces endroits-là. Par contre, évidemment, le promeneur n'attend qu'une chose, c'est de voir ce qu'il ne devrait pas voir, mais qu'il ne voit jamais. Voilà. Je pense que j'en ai juste fini pour les 2 concepts. C'était simplement pour vous expliquer 2 choses, en fait, qu'on a du mal à comprendre en tant que Français quand on arrive aux Pays-Bas, mais qui sont importantes d'avoir en tête quand on s'intéresse au pays ou même quand on lit certains livres néerlandais pour comprendre comment les Néerlandais pensent. Et je pense que le contrôle social et la tolérance, c'est 2 concepts clés qui ressortent constamment chez les Néerlandais et que nous, on a besoin d'objectiver pour comprendre. Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Est-ce que c'est bienveillant ou critique? C'est très critique, mais c'est pas parce que c'est critique que c'est malveillant en fait. Nous, mon ami français, il a très mal pris d'avoir sur sa poubelle, mais très très mal, il était vexé. Un Néerlandais se vexera pas ou se vexera moins, c'est normal en fait, c'est moins, voilà. La pratique est la même en Flandre pour les poubelles. Ça, je ne peux pas vous dire. C'est vrai. J'ai habité eux. Ah, d'accord. À Louvain, ils sont. C'est pareil, quand mon voisin m'a ramassé ma poubelle parce que j'avais pas le bon sac poubelle avec le nom de la ville dessus. Ah oui, oui, effectivement, ça aurait pu arriver aussi. Dans les Flandres, vous achetez vos sacs poubelles avec le nom de la ville. Moi, j'arrivais de Bruxelles et je dépose ma poubelle avec le nom de Bruxelles parce que j'avais le sac encore qui me restait. Il m'a ramassé ma poubelle, il est venu chez moi frapper pour me dire il faut aller au magasin là-bas acheter les sacs poubelles. J'ai une anecdote aussi pour les sacs poubelles. C'est la métaphore par excellence pour les Pays-Bas, c'est le sac poubelle. C'est toujours super intéressant d'entendre, d'écouter Céline, ce regard extérieur sur les Pays-Bas.
Moi, j'habite, comme j'ai dit ce matin, en plein centre d'Amsterdam. Et le samedi, je peux mettre mes sacs à poubelle devant la porte et ils vont venir le chercher. Mais il faut le faire à 6 heures précises le matin et avant 7 heures précises le matin. Donc, ça veut dire que je dois mettre mon réveil pour mettre dehors mes sacs à poubelle. Heureusement, mon mari est toujours se lève très tôt, donc là, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas là, c'est à moi de le faire. Et ça m'est arrivé d'avoir une amende. Parce que j'avais mis dans mes sacs à poubelle la veille. Et ce n'est pas permis. Donc les gens viennent chercher les sacs à poubelle qui se trouvent dehors. Ils les ouvrent. Ils cherchent à qui appartient le sac à poubelle. J'ai eu à payer 100 € pour ma sac à poubelle. 100 €. 100 €. Ouais. Mais ceci dit, il faudrait peut-être aussi faire la remarque qu'il y a une différence entre la ville et la province. Là, ce que tu as vécu probablement à Groningue, ça ne t'arriverait pas à Amsterdam. Et l'inverse. Pour le contrôle social, pour avoir grandi dans le sud des Pays-Bas, je t'assure que mes parents et tout le monde, tous les voisins ont bien fermé leurs rideaux après 6 heures, hein, quand même. Donc, ce que tu montres là, c'est les grandes villes, c'est Amsterdam. C'est même pas Rotterdam, je pense. C'est vraiment typique pour Amsterdam, je pense. Et la différence entre Paris et la campagne se retrouve un tout petit peu dans la comparaison Amsterdam et le reste des pays. Oui, bien sûr, comme partout en fait. Hein, c'est vrai que les grandes villes sont très différentes. Moi, je l'ai senti en arrivant à Groningue. J'ai découvert une autre facette des Pays-Bas en allant à Groningue. Après, je ne sais pas du coup si le sud des Pays-Bas n'est pas aussi différent. J'y ai jamais vécu. Mais je sais que ma famille, qui eux habitent en Hollande septentrionale, eux, par contre, effectivement, laissaient aussi leurs fenêtres ouvertes et le contrôle social est aussi assez fort en fait. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un endroit plutôt protestant? Je ne sais pas, mais en tout cas, non, un rideau fermé, jamais. Même dans leur petit village, c'est très mal vu. C'est suspect. Alors évidemment, ce que je raconte là, c'est aussi très schématique en fait. Hein, c'est pour tirer comme ça des grandes tendances, des grandes explications. Voilà, bien sûr, il y a des choses qui sont différentes et chaque cas particulier, mais voilà, c'est pour tirer comme ça quelques grandes tendances. Mais en tout cas, le regard aux Pays-Bas, les Néerlandais adorent regarder, en fait, je pense. D'ailleurs, c'est quand même eux qui ont inventé la télé-réalité. Endemol, qui est une compagnie de production télévisuelle, c'est néerlandais. Et donc, c'est à eux qu'on doit toutes ces belles émissions de télé-réalité qui arrivent chez nous. Love Story, c'est eux. Quoi encore comment ça s'appelle en France Buurzoekvrouw. L'amour est dans le pré. Voilà. Enfin, toutes ces émissions où on regarde les gens vivre, c'est les Néerlandais. Voilà. Et je pense que c'est pas un hasard si c'est eux qui ont inventé ces émissions. Je voulais juste réagir rapidement. Dans le dossier que vous avez peut-être eu en main ce matin, il y a une bibliographie tout à la fin. Et vous avez certainement l'indication d'un roman de Herman Koch, je ne veux pas prononcer comme il faut, qui est à paraître chez Belfond, je crois, le mois prochain, qui s'intitule Le Fossé, et que je vous recommande vraiment. Bon, Margot, tu pourras peut-être en dire un mot. L'histoire est géniale. En fait, c'est le maire d'Amsterdam. Enfin non, justement, l'histoire n'a aucun intérêt, mais c'est tout ce qui met autour qui est formidable. Et le personnage principal, c'est le maire d'Amsterdam. Donc, grande ville, hein, grande fenêtre éclairée la nuit, etc. Et alors, ce maire d'Amsterdam, il a une femme dont il est fou amoureux depuis des décennies, tout va bien. Mais alors, elle s'intéresse à son adjoint, ce qui est complètement invraisemblable, puisque cet adjoint est complètement terne par rapport à lui, bien sûr. Et alors, il se met à fantasmer une liaison, peut-être, on ne sait pas. Et puis, il nous parle de cette femme, la sienne, qui en fait est d'origine étrangère. Mais il ne va pas nous dire de quelle origine, parce que s'il nous dit son origine, ça va influencer notre regard de lecteur. Et bon, vous savez, aux Pays-Bas, on est très tolérants, mais bon, en même temps, on a des préjugés. Donc, il mélange tout ça, c'est formidable. Et il a ses parents
qui souhaitent mourir. Voilà. Donc, le sujet de l'euthanasie dont tu parlais. Mais donc ça a l'air comme ça assez simple. Et puis, évidemment, ça pose beaucoup de questions, y compris pour ce personnage a priori convaincu. Et puis, en tant que maire d'Amsterdam, la question est posée, le grand débat pour le conseil municipal, c'est les éoliennes. Faut-il ou pas mettre des éoliennes? Voilà, donc c'est un petit roman comme ça qui semble un peu un roman de mœurs et qui, mais vraiment, distille toute une série de questions sociétales. Et en plus, c'est drôle, c'est vraiment bien écrit. Donc, chez Belfond. Oui, moi c'est comme ça en fait que j'en suis venue à vraiment m'intéresser au Pays-Bas sur des questions sociétales, parce que je trouve absolument passionnant la façon dont ils considèrent des questions sociétales qui parfois sont très complexes, comme sur l'euthanasie par exemple, des sujets très lourds, très délicats. Ils le font de façon totalement dépassionnée à chaque fois en fait. Il n'y a pas de question de morale comme on a en France, c'est vraiment, il y a un problème, il faut qu'on trouve une solution, et donc ils vont de façon très pragmatique essayer de trouver des solutions, fragmenter le problème, etc. etc. Et je trouve ça assez fascinant à chaque fois, la façon dont ils ont de gérer des problèmes sociaux dans lesquels, en tant que Français, on a tendance à s'empêtrer perpétuellement. Non, je trouve ça vraiment fascinant en tout cas. Alors si ça va, je continue sur la troisième partie et je finirai là-dessus, juste pour vous donner un petit aperçu de la scène culturelle aux Pays-Bas et en Belgique. Évidemment, littérature exclue, puisqu'on a parlé de littérature déjà ce matin. Et je vais commencer par une sorte de petit quiz. Alors, est-ce que vous les reconnaissez? Alors, oui. Tout en haut à votre gauche. Stromae. Stromae. Alors, quelle nationalité? Belge. Juste à côté. Angèle. Belge. Le monsieur là. Ah. Notez bon. Alors, un indice dans le cinéma. Ah bon? Oui, Paul Verhoeven, qui est néerlandais, voilà, qui est du sud des Pays-Bas, je crois que c'est Maastricht. Oui. Alors, hop, on revient par là. Alors, c'est un designer. Est-ce que vous le connaissez? Qui est en chemise blanche. Alors, il s'appelle Marcel Wanders. C'est un néerlandais qui est extrêmement connu de tous les designers, les gens qui s'intéressent à ce milieu-là. Il faut savoir que les Pays-Bas sont très connus pour leurs travaux dans le design et les arts plastiques, les arts visuels en général. Voilà, ça a vraiment été des précurseurs, et encore aujourd'hui, les artistes néerlandais sont des références dans ces domaines-là. Et donc là, Marcel Wanders, c'est je pense, des designers les plus en vogue et en tout cas du moment. Alors, la peintre juste à côté, c'est une des peintres les plus chères au monde en ce moment. Qui est néerlandaise? Non. Alors, elle s'appelle Marlène Dumas. Voilà. Et donc, c'est considéré comme une des peintres les plus chères. Marlène Dumas. Alors, je ne sais pas si elle a des origines françaises, je ne sais pas, je pense, vu son nom. Mais, dans l'Afrique du Sud, hein? Oui. Oui, elle a des origines sud-africaines. Alors, toujours dans les arts visuels, alors, peut-être que vous ne connaissez pas son nom et vous connaissez certainement cette œuvre qui a fait un scandale à Paris monumental. Rémi Poulas. Non, ça c'est l'architecte. Ah oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais je vais en parler juste après parce que je parlais de Rotterdam après. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis là. C'est Joep van Lieshout, qui est un artiste plasticien, qui est l'enfant terrible des arts plastiques, qui fait toujours des œuvres scandaleuses. Bah, là, vous pouvez voir celle-là, qui a été refusée, qui devait être exposée dans la cour du Louvre, il me semble, qui a été refusée par le Louvre. Je pense que quand vous voyez l'image, vous comprenez pourquoi. Qui finalement a été acceptée par le Centre Pompidou. Voilà, donc il est habitué de ces œuvres comme ça, assez scandaleuses. Et en tout cas, voilà, c'est intéressant à regarder sur Internet ce qu'il fait. Joep van Lieshout. Et puis bon, vous connaissez le dernier acteur, Benoît Poelvoorde, voilà, qui est belge. Joep van Lieshout. Voilà, une position qu'on ne nommera pas, mais tout le monde va comprendre. Alors, je vais finir ma présentation en vous présentant en fait
quelques lieux culturels que je vous invite vraiment à aller visiter si jamais vous vous rendez en Belgique ou aux Pays-Bas, parce que la scène culturelle, que ce soit en Belgique ou aux Pays-Bas, est vraiment intéressante, et surtout il y a des lieux qui en ce moment sont hyper intéressants, qui sont des lieux assez nouveaux en fait, qui mêlent plusieurs sortes d'expressions artistiques différentes, et c'est vraiment intéressant d'y aller. Le premier que je vais vous présenter, c'est Canal Centre Pompidou. Alors, vous n'en avez peut-être pas entendu parler encore parce qu'il vient juste d'ouvrir. Alors, c'est à Bruxelles. Et donc, en fait, alors pour ceux qui connaissent, c'est près du canal Bruxelles-Charleroi. Alors, c'est pas innocent, mais en fait, c'est près du quartier de Molenbeek. Donc, en plus, vous voyez, il y a toute une dimension c'est d'intégrer socialement des quartiers un peu difficiles de Bruxelles. Et en fait, c'est dans les anciens bâtiments du garage Citroën, voilà, de Bruxelles. Et donc, en fait, ils veulent en faire un centre, un musée d'art moderne, centre d'art contemporain, mais qui mêlerait aussi d'autres formes d'expression artistique. Alors, le bâtiment est énorme, hein. Il fait 16 000 m² sur 5 étages. Alors, vous pouvez le visiter, parce qu'en fait, le musée est préouvert depuis, alors j'ai noté, c'est depuis mai 2018. Alors, dans le cadre de ce qu'ils appellent Canal Brut. C'est-à-dire que là, le musée est ouvert pour 1 an, donc il va fermer, écoutez, là, en mai 2019. Et en fait, vous pouvez découvrir les bâtiments tels qu'ils existent encore aujourd'hui. Donc, en fait, on se balade dedans, c'est assez incroyable parce que c'est encore en l'état. Les machines sont parties il n'y a pas très longtemps. Donc, on peut découvrir comme ça le monument. Il y a quelques sculptures, quelques installations d'artistes contemporains. Il y a notamment des œuvres de César qui, découvertes dans cette usine automobile, prennent toute une dimension nouvelle. Enfin, c'est vraiment très très intéressant à voir. Et donc le bâtiment va être fermé pour des travaux évidemment de rénovation, d'aménagement, jusque fin 2022, début 2023. Voilà, donc ils sont partis pour 4 ans de travaux. Alors il y a eu un scandale quand même, parce que ça s'appelle Canal Centre Pompidou, comme le Centre Pompidou de Paris. C'est parce qu'en fait, ils ont demandé au Centre Pompidou d'assurer la direction artistique de l'établissement. Bon, c'est assez mal passé au niveau de Bruxelles, où voilà, on parle d'ingérence française, etc., etc. Donc il y a eu un petit scandale, mais en tout cas, le centre, vraiment l'espace est magnifique. Et ce qu'ils veulent en faire est magnifique, donc je vous invite vraiment à y aller, c'est un tout nouveau lieu et c'est extrêmement intéressant. Ensuite, je vais juste vous présenter NDSM à Amsterdam. Alors en fait, NDSM, ça veut dire les docks et la compagnie de construction navale néerlandaise. Alors ça, c'est un espace, donc vous avez compris les anciens chantiers de construction navale, qui au 19e siècle était le plus grand chantier naval d'Amsterdam. Et en fait, ça a été récupéré en 84, enfin non, ça a fait faillite en 84. Donc les usines ont été vidées, les grues sont parties, etc., etc. Des containers étaient entassés à côté. Donc l'endroit était vraiment assez apocalyptique. Depuis, il a été racheté, il a été retransformé, réaménagé en centre culturel. Et c'est devenu un endroit assez incontournable maintenant à Amsterdam, dans lequel moi en tout cas j'aime beaucoup aller, surtout quand il fait beau. C'est de l'autre côté du Haal, donc du grand fleuve qui sépare le sud d'Amsterdam au nord, donc qui est derrière la gare centrale. Vous pouvez prendre un ferry, vous y êtes en 15 minutes. Et là, vous pouvez visiter Alors, là, ce qu'on voit, là, il y a écrit Make Art Notes. C'est des anciens... Enfin, ces anciens, espaces ont été réaménagés en ateliers d'artistes. Vous pouvez aller les visiter, c'est complètement ouvert. Il y a des bars, il y a une espèce de plage aussi. Vous pouvez juste vous installer avec un verre. Il y a des festivals tout l'été. C'est vraiment, vraiment un endroit... hyper intéressant à visiter, donc je vous invite à aller voir NDSM à Amsterdam si vous y passez. Très rapidement, parce que là je crois que j'ai plus beaucoup de temps, on parle souvent d'Amsterdam. Qui a été à Rotterdam ici? Ah, quelques personnes quand même, un peu moins qu'à Amsterdam. Alors, Rotterdam, c'est une ville qui a été rasée globalement après la Seconde Guerre mondiale, qui a été reconstruite, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des gestes architecturaux qui sont vraiment intéressants. Et notamment, on en parlait tout à l'heure, c'est la ville de Remkoelas.
le grand architecte néerlandais et maintenant un des grands architectes mondiaux. Et donc il y a des bâtiments qui sont vraiment très très beaux à Amsterdam. Là je vous ai mis la gare qui vient d'ouvrir. Elle a été inaugurée je crois en 2015-2016. Enfin ça fait pas très très longtemps. Qui est vraiment magnifique. Donc ne serait-ce que pour aller voir la gare. Et aussi le Markthalle, qui est en fait une espèce de grande halle, donc où en bas vous avez des stands de nourriture, des restaurants, des choses comme ça. Vous avez une fresque gigantesque qui est peinte au-dessus. Et ce que vous voyez au-dessus, en fait, c'est des logements. Il y a 280 logements, je crois, qui sont au-dessus du marché. Voilà. C'est une sorte de grande arche comme ça, c'est un grand pont qui doit faire un tunnel, qui fait, je sais pas combien, je dirais peut-être 80 mètres de long. Vous avez en dessous un marché, encore tout en dessous un parking, et puis au-dessus des logements. Voilà. Et c'est vraiment très très intéressant à aller voir. 228 appartements, voilà. Et ça a ouvert en 2014. Et donc juste pour finir, et je vais conclure là-dessus, mais je me disais, venir à un festival de littérature, sans en parler, ce serait quand même dommage. Est-ce que vous avez été à la bibliothèque publique d'Amsterdam? Alors, donc là vous avez une photo de l'extérieur et de l'intérieur. Moi, l'extérieur, je suis un peu moins fan, je dois dire, mais l'intérieur est vraiment magnifique. Et surtout, c'est une bibliothèque qui est gigantesque, c'est l'une des plus grandes d'Europe. Bibliothèque publique, j'entends, qui fait 28 000 m², 7 étages, et qui est ouverte tous les jours de la semaine. Il y a quand même 2,5 millions de visiteurs chaque année. Et c'est vraiment extrêmement intéressant d'y aller, et extrêmement agréable, parce que c'est une bibliothèque qui est ouverte, où il y a beaucoup de passages, c'est un lieu de vie en fait. Il n'y a pas ce silence parfois un peu pesant qu'il peut y avoir dans certaines bibliothèques, et en même temps le lieu est très calme, vous pouvez lire, travailler tranquillement. Il y a un équilibre entre l'espace de vie et l'espace de calme ou de silence qui est vraiment très intéressant. Et si vous y allez, vous pouvez monter au dernier étage et il y a un chouette café avec une vue sur tout Amsterdam, très agréable. Et donc le dernier, si vous allez à Maastricht, ce serait dommage de ne pas passer dans la librairie Selexis, voilà, qui est considérée souvent comme une des plus belles librairies du monde. En fait, c'est drôle, c'est une librairie qui a été installée dans une église gothique du XIIIe siècle. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais en fait, c'est notamment lors du passage de l'armée napoléonienne où finalement l'église a perdu sa fonction religieuse. Elle est servie à beaucoup de choses, mais surtout elle sert depuis 2005 de librairie et de café. Donc vous pouvez aller juste admirer la librairie, l'architecture, prendre un café. Et ce qui est vraiment bien dans cette librairie, je pense, c'est d'emprunter comme le monsieur qui est là, la plateforme, c'est-à-dire une sorte d'étage qui est à mi-hauteur et qui en fait vous permet d'admirer notamment les chapiteaux en fait, de l'église, ce que vous ne pouvez pas faire en temps normal parce que vous êtes au niveau du sol. Et là, ça vous donne une perspective différente sur l'architecture. Donc, c'est vraiment une très très belle librairie aux Pays-Bas. Voilà, et donc je m'arrêterai sur ces derniers conseils si vous allez aux Pays-Bas. Merci.